Une étude vient de sortir dans une excellente revue de psychiatrie nord-américaine tout à fait scientifique qui montre que 3 séances d'activité physique par semaine ont un effet comparable à celui d'un antidépresseur. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Bonjour les amis, j'ai bien conscience que la ménopause ou la périménopause peut être une période délicate à traverser avec son lot de changements physiques et émotionnels, souvent difficiles à gérer. Notre sponsor du jour, Ménosia, bouffée de chaleur, est spécialement conçu pour vous accompagner dans la gestion de ces symptômes. Fabriqué en France et formulé par le laboratoire CCD, un expert de la santé féminine, ce complément alimentaire naturel aide à soulager les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la fatigue, tout en participant au maintien de votre équilibre émotionnel. Ménosia bouffée de chaleur, c'est aussi une formule sans hormones, sans phytoœstrogènes, sans conservateurs et sans ingrédients d'origine animale. Cela en fait un allié qui convient à toutes. Alors si vous cherchez une solution à la fois efficace et naturelle, faites confiance à Ménosia, bouffée de chaleur, et surtout prenez bien soin de vous. Le pessimisme est de nature, tout nous y pousse. L'optimisme est de combat. Dans un monde où nos émotions fluctuent en permanence entre joie et tristesse, morosité et enthousiasme, ombre et lumière, sans que nous sachions toujours pourquoi, cette parole du philosophe Alain prend tout son sens. Plus encore lorsqu'on sait que la dépression reste l'une des maladies les plus fréquentes de nos jours et les plus coûteuses en qualité de vie. Et si nous avions les clés pour cultiver la bonne humeur, même dans les moments difficiles, serions-nous plus enclins à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ? Et s'il était possible d'apprendre tout simplement à être heureux ? C'est le pari que fait mon invité. Professeur de psychiatrie, il a choisi le mode de la fiction, cette fois-ci, dont on est en quelque sorte le héros pour nous parler de l'aventure, de la bonne humeur, titre de son nouvel opus tout juste paru aux éditions Robert Laffont. Un roman qui nous apprend à être heureux en nous livrant des outils pédagogiques concrets et diversifiés pour redécouvrir une joie authentique et durable. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose le professeur Michel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. Avec vraiment un grand soleil, grande joie. Alors, je vous avais reçu pour un épisode qui avait fait recette, puisque nos auditeurs et nos auditrices, que je salue d'ailleurs au passage, avaient beaucoup apprécié. On avait parlé d'être en bonne santé avec Montaigne, que vous aimez beaucoup, mais vous aimez beaucoup de grands auteurs quand même, j'ai l'impression. On va en parler. Oui, beaucoup de... Les livres, que ce soit les livres qu'on écrit ou les grands auteurs sont des déterminants à la fois de la santé et de la bonne humeur. Oui. Alors on va en reparler évidemment, puisque vous en parlez dans cet ouvrage. Vous êtes un peu certainement un mélange de ces personnages que vous avez croqués. Cette fois-ci, pourquoi avoir choisi l'écriture de l'aventure de la bonne humeur sous la forme d'un roman dont on est indirectement, je le disais en introduction, le héros, plutôt que sous forme d'un essai plus classique sur la psychologie ou la psychiatrie ? Vous aimez vous amuser, vous me disiez ça hors antenne. Absolument. Je crois qu'il y a un sujet d'envie quand on écrit. Je crois qu'il faut qu'il y ait du plaisir dans l'écriture, un plaisir dont on va espérer qu'il soit contagieux. Et là, j'ai vraiment été... Je suis sorti de ma zone de confiance en me lançant dans une fiction. Et puis, je crois aussi que la bonne humeur, c'est quelque chose de très personnel. Oui. Je suis très agacé, moi, par les spécialistes de la bonne humeur qui ont une recette qui va aller à tout le monde. Vous voyez, un programme qui va vous rendre heureux en permanence et convenir à tout le monde. La réalité que découvre l'héroïne de ce livre, c'est qu'on n'est pas heureux en permanence. Je ne promets pas l'euphorie perpétuelle. Et avec un petit truc dans le livre, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un chapitre à un autre, on choisit soi-même les techniques et le chemin qu'on décide vers la bonne humeur. C'était important pour vous, ce côté justement ludique, de pouvoir sauter d'un chapitre à l'autre comme ça ?
Alors c'est à la fois ludique, c'était important. Moi je pense que le sujet de la psy peut être triste, et je le vois dans ma pratique hospitalière avec les cas les plus graves, qu'au moins quand on lit un livre sur la bonne humeur, le livre au moins dégage de la bonne humeur. Et plus profondément, je souhaite vraiment que la lecture et le parcours soient personnalisés, qu'on puisse décider, est-ce qu'on va d'un côté ou de l'autre. Par exemple, est-ce qu'on a envie d'entendre une explication biologique, ou est-ce qu'on a envie tout de suite de suivre l'héroïne qui va découvrir une lecture ou une expérience autre. Alors vous inventez certains mots, hémothérapeute, hématolibraire, cuisinier, psychothérapeute, ou des métiers à domicile, ça vous amuse ? Ça m'amuse, et c'est tout le paradoxe du livre. C'est qu'à la fois, j'invente ces mots en sollicitant l'indulgence de mes collègues au départ, en disant qu'effectivement, je les invente, mais je m'appuie à chaque fois sur des données complètement validées de la psychiatrie moderne. Hématothérapeute, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le travail moderne sur l'humeur en passe par les émotions. Une thérapie qui marche et un travail personnel, quel qu'il soit, qui marche, va faire changer vos émotions. Hématolibraire, pourquoi ? Parce que nous sommes le résultat de nos lectures. C'est pour ça que je me permets de lancer ce pavé dans la mare. Et indépendamment de cela, ce que nous lisons détermine ce que nous sommes. Et puis, cuisinière émotionnelle, pourquoi ? Parce que nous sommes aussi, dans notre tête, le résultat de ce que nous mangeons, avec, on le partagera peut-être avec nos auditeurs, quelques idées de recettes de bonne humeur. On peut cuisiner d'une manière qui fait du bien à l'esprit. Et je sens que vous êtes comme moi, vous aimez bien le chocolat. Je l'ai noté. Est-ce qu'il est facile de définir ce qui relève de l'humeur et d'un trouble de l'humeur ? Est-ce qu'on pourrait commencer par ça, peut-être par éclairer un peu ces notions ? Oui. C'est très facile, très simple. C'est vraiment le début du livre. Il y a 4 E qui vont déterminer ce qui est normal, ce qui est même un indice de santé, c'est-à-dire des jours où vous vous réveillez d'une humeur exécrable, parce qu'il vous est arrivé quelque chose de désagréable, parce qu'il vous est arrivé quelque chose de triste. Vous voyez, si vous n'êtes jamais triste, je suis très inquiet pour vous. Vous voyez, si vous n'avez jamais de coup de cafard, c'est que vous ne regardez pas dans votre esprit. Mais 4 critères. Et ce sont 4 E. Les 4 commencent par E. Le premier, c'est la perte de l'envie. Tant que vous avez envie de vacances, de plein de choses agréables, et que vous trouvez frustré parce que toutes vos envies ne sont pas satisfaites, vous allez bien. Sachant que ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je peux ne pas avoir envie. Mais c'est pas ça qui est signifiant, on est d'accord. Ce qui est signifiant, c'est quand les 4 E vont être présents et vont durer. Voilà, la durée. Le deuxième, c'est la perte d'énergie. Vous avez aussi le droit d'être épuisé quand vous avez couru toute une journée, quand vous avez enchaîné un podcast, que sais-je, et vous finissez comateuse. Tout ça est complètement normal. Mais quand, après un moment de repos, en vacances, vous êtes aussi épuisé que vous ne le seriez après avoir travaillé, là c'est inquiétant. Cette énergie qui n'est pas due à l'effort, cette perte d'énergie. Le troisième, c'est l'estime. Tant que vous trouvez que votre entourage ne vous considère pas assez, que vous êtes une star qu'on ne reconnaît pas, vous allez bien. Tant que vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé pour ce que vous faites, parce que vraiment ça mérite plus, vous allez bien. Le jour où vous trouvez que vous ne valez rien, que vous ne méritez même pas votre entourage, que vous ne méritez même pas votre salaire, vous avez une perte d'estime qui, là aussi, va être un indice de dépression. Oui, on reviendra d'ailleurs sur votre héroïne, parce qu'elle, c'est ce qui lui arrive. Et le quatrième, c'est l'émotion. Soit l'émotion est... Vous savez, l'émotion, ça vient de motion, le mouvement. Donc, soit vous avez des émotions qui bougent, qui passent de la gaieté à la tristesse, et tout ça est normal. Soit vous avez des émotions durablement tristes et sans raison. Si vous avez ces 4 E, l'émotion, l'envie, l'énergie et l'estime altérée, il faut vraiment s'interroger, et s'interroger au plan médical. Oui. Parce que c'est pas forcément une dépression, ça peut être une hypothyroïdie, ça peut être un diabète, de même qu'on va voir un médecin quand on est... La ménopause. La ménopause, en tout cas, que ce sujet soit abordé
pas uniquement au plan psychologique. Et j'y tiens beaucoup. Ce livre sur l'aventure de la bonne humeur ne doit pas faire que des femmes et des hommes qui auraient ces 4 E se disent « je vais me traiter uniquement avec un livre ». Je ne suis pas un anti-médecin, comme vous savez, j'exerce et enseigne la médecine. Oui. Donc je ne voudrais pas que ma proposition romanesque aboutisse à une perte de chance chez ceux qui ont vraiment besoin d'être au minimum évalués. Non, vous le répétez, vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'ouvrage, en disant il y a des cas vraiment sérieux. Et on reviendra aussi sur certains, notamment la mélancolie qui parfois peut cacher des cas peut-être plus graves. Alors, on va suivre les aventures de Maria Garin, pianiste talentueuse, qui semble avoir perdu d'un seul coup l'inspiration. Et elle est gagnée petit à petit par une tendance à voir tout en noir. Et dans sa quête de la bonne humeur, elle va être aidée par son amie Hanna, je ne sais pas comment on le prononce, Hanna, un certain professeur. On reparlera de lui un peu plus en avant. Et elle dit qu'elle recherche ni la jovialité ni l'euphorie constante, mais une bonne humeur plutôt stable et sereine. Et ça, c'est important, parce qu'on n'est pas forcément dans des états d'extase, ni au contraire de morosité permanente. Ça, c'est un point clé aussi de votre ouvrage. Oui, que l'humeur... Oui. Au fond, chercher une sorte de bonne humeur permanente, artificielle, c'est extraordinairement déprimant. Parce qu'on n'y arrive pas, ou alors vous allez prendre le livre de quelqu'un qui va vous le promettre, et ce n'est pas le cas. La bonne humeur... Oui, c'est une quête un peu du high. Il peut y avoir ça chez certaines personnes. Et la quête du high, elle est fatigante. Oui. Elle est déprimante et fatigante. L'objectif, c'est vraiment la quête d'un équilibre et d'une capacité à tolérer les moments de vos humeurs. Vous savez, j'aime pas le mot gérer ses émotions. Je préfère le mot tolérer, supporter les émotions. Vous ne l'avez pas dit. Non, pas. Ah oui, pas du tout. Je ne vous accuse pas de l'avoir dit. Mais des tas de gens viennent me voir en consultation en me disant « Apprenez-moi à gérer mes émotions ». Je leur dis non, pas du tout. Elles vont arriver, vous allez les supporter et vous allez les laisser passer. Vous savez, on a en thérapie une image qui est celle des nuages. Vous ne gérez pas les nuages, vous savez qu'ils sont là, mais vous ne les regardez pas en permanence. Oui, c'est ça. Alors racontez-nous cette Maria. Qu'est-ce qui lui arrive au début du livre? Alors, évidemment, on ne va pas tout dévoiler parce que ça reste un roman, mais peut-être ce début, cette scène du début qui est presque comme une scène de film. Elle est à son piano, c'est le Blue Monday, donc il y a une... c'est le début de l'année, d'une année. Le Blue Monday, c'est le 3e week-end, c'est ça, de l'année. Racontez-nous. Un calcul assez étrange où on se dit que vous, avec ce Monday, vous n'avez pas tenu vos engagements du 1er janvier, vous avez dépensé vos sous dans les cadeaux de fin d'année, donc il vous reste plus beaucoup d'argent, il y a peu de luminosité, donc tout contribue On a beaucoup mangé. Vous avez beaucoup mangé, tout contribue à vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc on est dans une retombée post-fête. Et elle participe à un concert qui est un défi contre le Blue Monday, où justement les participants vont essayer, par la musique, d'affronter cette morosité. Mais elle va être prise peut-être par... Moi, je pense que ce qui lui arrive avant tout, c'est une sorte d'hypersensibilité. Oui. Vous voyez, comme si au fond, à un moment, la musique et l'émotion musicale qu'elle transmet l'a contaminée. Oui. Elle est complètement dedans, elle est dans le flou. Elle est dans le flou et elle est envahie. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Vous savez, elle est un peu le mélange de beaucoup d'histoires que j'ai entendues ou traversées. Elle se met à entendre trop fort une voix qui lui dit du mal, qui lui dit tu es nul, qui lui dit tu ne mérites pas. Et cette voix qu'on a tous un tout petit peu quand même, qui nous permet de pas faire n'importe quoi, qui nous permet de nous dire contiens-toi un peu, là tout d'un coup va parler de manière tonitruante. Et cette voix, alors elle s'invite à un mauvais moment c'est elle qui donne le concert. Voilà, et qui du coup va bloquer sa capacité à exprimer des émotions. Au passage, on va apprendre à quel point la musique est un vecteur émotionnel, et à quel point elle va... Il y a un petit suspense quand même, elle ressortira de cela par une autre relation à la musique. Absolument. Alors, dans cette phase qu'elle traverse, on va toucher à l'estime de soi. Et donc là, elle va plonger directement. C'est-à-dire tout de suite, il y a ce déclic, il y a le petit cheval de bataille qui s'enclenche dans la tête et c'est parti. C'est-à-dire que tout va mal. Et beaucoup de gens, vous parliez des nuages tout à l'heure, on a cette incapacité parfois quand on est pris physiquement, émotionnellement dans la mésestime, on n'arrive plus à contrer ce cheval au galop. Oui, et c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit
que tout ce qu'on avait mis de côté pour aller bien ne sert à rien. Il y a des moments où nos ressources, que ce soit nos ressources intellectuelles, psychologiques, ce qu'on a appris, ne sert à rien. Il n'y a qu'une chose qui, au départ, on va quand même un peu raconter l'histoire, permet d'aider, c'est la relation. C'est qu'elle va faire quelque chose de génial, elle va trouver dans ses relations une dame qui va pouvoir l'écouter. Et une relation empathique, une relation non malveillante, une relation qui ne prend pas de l'autorité sur vous parce que vous êtes déprimé, ça c'est le plus précieux. Alors, quand elle est dans cette phase, il y a un peu tout son passé, notamment son enfance et sa relation au piano enfant qui va revenir. C'est-à-dire que va lui revenir en mémoire toutes les injonctions qu'elle pouvait recevoir à ce moment-là. Est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité ou ce sont souvent des mécanismes inconscients ? On ne se souvient pas de l'événement finalement qui était le point de départ. Moi, je crois que l'humeur, c'est un grand mystère. Oui. Et que quand on est triste, on fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on va trouver des justifications à sa tristesse. C'est le psychiatre Jean Delay qui disait « Qui veut chercher des causes à sa tristesse n'en manque pas. Oui. Qui veut chercher des causes de honte, il suffit de se retourner un tout petit peu sur sa vie et on va trouver des échecs, des choses dont on n'est pas fier. » Mais je pense que c'est plus la modification de l'humeur qui fait qu'on va chercher des causes. Moi, mon livre n'est pas causaliste, ne dit pas « Ben oui, c'était bien ça » et n'aboutit pas à une explication qui suffirait de trouver pour guérir, mais plus à des expériences et des changements de mode de vie qui vont permettre d'aller mieux. Alors, on en parlera. Alors, à l'inverse, un autre protagoniste, c'est Romain Houdin, qui est un peu, lui, le maître, à contrario, de la bonne humeur. C'est-à-dire que son arrière-grand-père, son arrière-grand-père, pas arrière-arrière, est magicien. C'est le magicien Houdini, qui est plutôt dans le profil un peu du high. C'est-à-dire qu'il est... voilà, c'est ces personnes. Et j'aimerais bien que vous nous croquiez un peu ces personnages-là, parce qu'on en rencontre aussi dans la vie de tous les jours. C'est de la bonne humeur un peu forcée, à l'inverse. Oui, ce sont ces gens qu'on appelle joviaux, vous savez, qui vous tapent des grandes claques dans le dos en vous disant que vraiment la vie est formidable, qui vous font des calembours un peu limites, qui sont des fois à un niveau de séduction ou d'entrepreneur. Ils sont un peu trop entreprenants. Qui passeraient un peu moins d'ailleurs maintenant, aujourd'hui. Heureusement, peut-être. Heureusement. Et qu'aujourd'hui, je dirais, on a surtout moins de scrupules à recadrer gentiment en leur disant de rester à leur place. Et ils ont à la fois la bonne humeur contagieuse et ils veulent vous convaincre. Un peu comme ces militants politiques, vous voyez, qui ont une idée, qui ont développé une certitude sur je ne sais quoi et qui veulent vous la passer, quoi. Ce sont à la fois des exaltés et des militants. Et voilà, et souvent c'est le résultat d'ailleurs quand on vit avec des personnes comme ça, c'est que par contraste, on se trouve un peu éteint et c'est assez angoissant. Ces gens-là d'ailleurs, quel type de construction un peu caractérielle ils peuvent avoir ? D'où ça vient cette exagération de la bonne humeur ? Qu'est-ce que ça cache finalement ? Je pense que l'humeur cache pas grand-chose. Je pense que c'est très biologique. Je pense que c'est vraiment un tempérament au sens psychologique du terme, c'est-à-dire une configuration. Qu'est-ce qui fait qu'on est blond ou brun, qu'on a des yeux bleus ou des yeux verts ? Moi, je pense que ce sont vraiment des tempéraments. Ce qu'on sait de ces tempéraments, c'est que globalement, ils réussissent bien dans la vie. Ils sont quand même exposés à deux choses. Ils sont exposés à prendre des substances. Ils aiment tellement la vie que ça va être les bons vivants qui vont aussi pas être les derniers à arroser. Et ils sont exposés à la faveur d'un trauma, à être beaucoup plus déprimés que les autres, comme si au fond, ils étaient un peu dans un tout ou rien. D'accord, dans un tout ou rien. C'est pour ça que vous dites que finalement, vous défendez un peu les ronchons, les acariates, les misanthropes, parce que l'absence d'humeur est pire que finalement la mauvaise humeur. C'est important d'aller dans ces émotions, ce que vous disiez tout à l'heure, et de ne pas être... Il y a d'ailleurs une pathologie qui est l'absence d'émotions, alors sans même parler de ces gens-là. On pourrait avoir du mal à imaginer que nous n'ayons pas d'émotions. Il y a un immense écrivain qui est Albert Camus, qui a écrit le modèle de ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à lire ses émotions. Son livre, c'est L'étranger. Le début de L'étranger, c'est ce matin, ma mère est morte et je n'ai rien ressenti. C'est ça, l'étranger. Il est malade de son A privatif, lexi, lire, timie ses émotions. Il ne sait pas lire ses émotions. Donc, petit conseil, quand vous êtes... Il ne sait pas les lire ou c'est une anesthésie ?
émotionnelle? Le résultat, c'est qu'elle n'arrive pas à sa conscience. Après, Voilà. est-ce que c'est qu'il les dénie? Est-ce que c'est que le cerveau ne les produit pas? Il y a énormément de recherches sur l'alexithymie qui ne donnent pas aujourd'hui des résultats D'accord. définitifs. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on est alexithymique, on va plus faire de maladies psychosomatiques, on va plus somatiser par le corps, et paradoxalement, on va être plus souvent déprimé que quand on voit arriver des moments émotionnels qu'on va pouvoir, qui vont pouvoir fluctuer. Est-ce que ça peut être aussi une forme de stupéfaction? Vous parlez de Camus, je repense à Victor Hugo qui apprend la mort de sa fille dans un café par hasard à travers la presse et qui dit, je ne sais plus si c'est sa femme qui est en face de lui, qui dit: nous ressortirons la tête haute, nous ne montrerons aucune émotion. Donc là, c'est vraiment la maîtrise et le contrôle total. Oui, mais C'est autre chose, là. je pense que c'est autre chose. Je pense que Victor Hugo, en plus, moi je ne l'ai pas bien connu, mais Moi non plus. l'a beaucoup écrit. Il a ressenti énormément d'émotions. Le personnage de fiction que veut montrer Albert Camus, c'est vraiment un personnage qui n'accède pas à ses émotions, qui est un modèle d'alexithymie. Oui. Pour vous faire rire, moi, on vient beaucoup me voir en consultation, aujourd'hui surtout avec les séries, en me demandant est-ce que je ne serais pas hypersensible. Moi, je n'ai pas peur de l'hypersensibilité. Mais par contre, j'ai plus peur de celles et ceux qui considèrent que leurs émotions n'existent pas. C'est marrant que les gens vous disent ça, viennent vous voir, on vous dit: ah, mais finalement, vous n'êtes pas. Je me suis toujours dit, est-ce que l'être humain n'est pas un hypersensible par nature? Est-ce que nous ne sommes pas finalement des hypersensibles, avec après plus ou moins de pathologies, de traumas, de gravité? Mais est-ce que c'est pas notre nature quand même? Je pense que c'est très subjectif. Quand on voit un nourrisson, Oui, effectivement, les nourrissons sont très labiles émotionnellement, mais je pense que se considérer comme hypersensible, c'est souvent s'inquiéter de ses émotions. Moi, j'essaie vraiment, sur toute la longueur du livre, de dédramatiser le sujet des émotions. On traite les dépressions, on accepte ses émotions. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose de complètement différent. Oui. Et on ne culpabilise pas celle ou celui qui est plus extraverti ou plus introverti. On a notre caractère et on va vivre avec. comment la science et notamment la psychiatrie voit l'émotion aujourd'hui? Comment elle la définit et qu'est-ce que l'émotion? Ça reste complexe en réalité, chimiquement, à tout point de vue. Alors, l'émotion, il y a énormément de travaux sur la biologie des émotions. L'émotion, par exemple, ça va augmenter l'adrénaline. L'adrénaline, ça peut être ou très bon ou très mauvais. Si vous êtes menacé par quelqu'un, votre adrénaline augmente, votre cœur s'accélère, votre respiration s'accélère, votre tendance à coaguler augmente. Vous savez, comme à l'époque, quand on était agressé par un ours, si l'ours vous griffe, du coup, vous saignerez moins, vous cicatriserez plus vite. Donc, l'émotion forte avec l'adrénaline est tout à fait favorable. Mais si vous êtes en permanence dans l'état de quelqu'un qui est devant un ours, avec le cœur qui bat vite, la respiration forte, là, vous allez fatiguer notamment votre système cardiovasculaire et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est une conséquence de l'émotion, c'est-à-dire que je réagis à un stimuli, mais d'où part-elle en fait? Elle part du corps, elle part du cerveau. Où est-ce qu'elle est logée en fait, l'émotion? Ouais, la conception actuelle de l'émotion, c'est qu'il y a une situation et il y a après ce qu'on appelle une interprétation de la situation. Oui. Vous voyez, si ce verre qui est devant nous, vous le buvez comme étant de l'eau, vous allez le boire tranquillement. Si vous imaginez que ce verre est du poison, vous allez ressentir une émotion particulière en le buvant. Ça va avoir un autre goût. Donc, le comportement sera le même. Ce qui aura changé, c'est l'interprétation que vous avez de la situation. Donc, c'est la fameuse phrase d'Épictète, que je recite aussi dans le livre et qui est la base de toutes les thérapies comportementales. Nous sommes moins atteints par les choses que par l'idée que nous nous en faisons. Donc, le déterminant de l'émotion... Cher aux stoïciens, évidemment. Cher aux stoïciens. Vous citez Épictète. C'est la cognition. Donc, ce qui est magique et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on peut changer ce qu'on appelle ses pensées automatiques et sa capacité à interpréter. Donc, émotion, j'allais dire, on traverse tous des situations, traumatiques ou pas, agréables ou pas. La manière dont on les interprète peut changer et c'est un véritable... On peut vraiment, là, pour le coup, être très actif sur ce sujet-là. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ça, la maîtrise cognitive. Je pense aux travaux que vous citez du psychothérapeute américain. Alors, vous allez dire son nom peut-être mieux que moi. Je ne sais pas comment vous prononcez. Karatsu, c'est ça?
Oui, alors Carassou l'a dit, beaucoup d'autres psychothérapeutes cognitifs. Si vous voulez, la révolution de la psychologie cognitive, c'est que notre manière d'interpréter les situations, donc notre cognition, peut évoluer. Soit elle évolue avec l'âge. Vous étiez peut-être timide il y a quelques années. Vous disiez, je vais faire un podcast. Aujourd'hui, vous l'êtes probablement moins. Donc, nos cognitions évoluent, soit sous l'effet de l'expérience, soit sous l'effet d'un travail psychologique. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours travailler sur ses cognitions et ses interprétations. C'est d'ailleurs ce que fait le personnage du roman. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réguler justement nos comportements ? Quelles seraient, si on a des voies en fait, qui nous permettraient de mieux les réguler ? Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes ? Bien sûr. Si on reprend les 3 rencontres que fait Maria, elle va faire 3 rencontres qui vont être importantes. La première avec cet hémothérapeute qui va lui apprendre à reconnaître ses émotions. Il va lui sortir un instrument étonnant qui est un vieux sextant de marine pour lui apprendre à mesurer l'intensité et la tonalité de ses émotions. Elle va, et j'y tiens beaucoup, rencontrer mon fameux libraire avec son bus jaune, qui va lui faire lire des livres. Parce qu'il y a des livres qui font du bien et qui aident à aborder de manière différente ses émotions. Et puis, la médecine moderne ne sépare pas le corps et l'esprit. Elle va aussi s'intéresser au mouvement, à l'activité physique et à ce qu'elle mange. Donc, vous voyez, peut-être par une réappropriation de ses émotions, de ses lectures, de sa nourriture et de son mouvement, avec des choses très concrètes et qui sont aujourd'hui validées par des études récentes, elle va faire ce travail émotionnel. Peut-être justement, parlons des livres. Comment est-ce que les livres, de même que les personnes qui nous habitent, qu'on a connues, peut-être même qu'on ne côtoie plus aujourd'hui, continuent à nous habiter, les livres que l'on va rencontrer nous font peut-être d'une certaine manière le même effet que les personnages de notre vie. Est-ce que c'est à ce même point pour certaines personnes d'ailleurs ? Oui. Et pour chacun de nous, on a des rencontres de livres qui nous ont bouleversés. Vous, par exemple ? Moi, beaucoup Proust. Oui. Beaucoup quand même le jeu justement émotionnel. Et j'allais dire, moi j'ai été bouleversé par les livres difficiles, les livres qui sont où on s'y reprend plusieurs fois. Je retente tous les ans l'Ulysse de Joyce sans réussir. Vous voyez, j'aime bien. Après, vous en tirerez l'analyse que vous voulez, mais j'aime bien les livres défis. Oui. Et puis ça a peut-être suscité une vocation d'ailleurs chez vous. Quoi, d'écrire Proust tout jeune ? Non, mais de la vie de ces personnages, vous êtes devenu quand même professeur de psychiatrie, c'est de comprendre la psyché humaine, de comprendre les ressorts. Dans toutes ces histoires-là, il y a vraiment de tout ça. Bien sûr, de comprendre et puis aussi de se laisser bercer. C'est Irving Yalom qui dit à un moment, il faut accepter de regarder par la fenêtre de l'autre. Moi, je suis tout à fait une grande fan d'Irving Yalom. Donc nous sommes 2. Oui. Merci de le citer. Mais nous sommes Pour une 2. fois, c'est pas moi qui le cite. Pour une fois, c'est pas moi, mais vous savez, je l'ai rencontré. Je suis fan de ce personnage. Moi, j'offre l'art de la thérapie aux internes pour les inciter justement à, comment dire, c'est ce qui fait que notre métier est toujours créatif, c'est qu'on doit, avec quelques éléments, s'imaginer la vie émotionnelle de l'autre. Et alors, il y a aussi, j'ai fait mon précédent bouquin sur Montaigne, il y a aussi quelques penseurs qui vous aident à penser aussi la condition humaine. Maria va abandonner 3 passions tristes grâce à un auteur très difficile, et je prétends pas, qui est Spinoza. Oui. Avec un livre un peu plus facile de Spinoza. Honnêtement, le seul dont j'ai eu l'impression de rentrer, en tout cas dans le vestibule de Spinoza, qui est le traité de l'amendement de l'intellect, où Spinoza dit qu'on a 3 passions tristes, et que quand on renonce à ces 3 passions tristes, on va déjà un peu mieux. Le premier, c'est la frénésie de séduction et de sexualité. C'est-à-dire le besoin de séduire tout le monde, d'avoir des relations sexuelles coupées de toute relation. Et on peut voir, notamment chez les adolescents, à quel point cette répétition, cette multiplication de partenaires qui ne comptent pas, je ne prêche absolument pas l'austérité, vous voyez, mais quelque chose qui soit coupé de l'émotion. Oui, qui est dans une compulsion. Oui, je rappelle, vous êtes aussi un spécialiste de l'addiction. Oui, oui. Merci. Donc en fait, oui, c'est ça. Deuxième passion triste,
qu'on n'arrive jamais à combler, c'est la passion de l'argent, Oui. dit Spinoza. Si on veut être riche, il y a une phrase du Talmud qui dit qui est celui qui est riche, celui qui se contente de ce qu'il a. Celui qui va être dans une quête permanente d'une richesse va toujours se sentir pauvre, finalement. Et la troisième, elle est plus insidieuse. Spinoza dit c'est encore pire parce qu'on peut la ramener à la maison. Les deux autres, en général, on les fait à l'extérieur. C'est la quête des honneurs et de la réussite. Vous voyez, ce sentiment qu'on n'a jamais assez réussi. C'est la gloire, quoi. Et qu'on n'a jamais eu assez d'honneur. Et Spinoza, remouliné par mes motolibraires et offert à Maria Gari, dit... Si on arrive à se mettre à distance de ces trois passions tristes, eh ben déjà un peu de bonne humeur va arriver. Alors, ce que nous dit pas trop Spinoza, c'est comment faire. Parce que c'est vrai de passer des passions tristes aux passions joyeuses, il y a quand même dans le phénomène de la compulsion et de l'addiction quelque chose qui peut être hormonal. Quand vous parlez des adolescents, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion qui peut être hormonal, par exemple, chez eux. J'adore ce que vous dites parce que c'est exactement ce que dit Maria. Oui. Quand on lui présente Spinoza, elle dit oui, mais moi j'en fais quoi ? Alors, quand elle se dit ça, on lui donne d'autres idées. Vous avez fort justement cité Alain au début. Alain dit je préfère chez quelqu'un le menton plutôt que le front. Ça veut dire quoi ? Je préfère qu'on lève la tête, qu'on lève le menton plutôt qu'on se tienne le front et qu'on ait une réflexion permanente. Et Alain dit aussi quelque chose qui est très utile. Il dit, face à une difficulté, il faut regarder un peu au loin. Il faut un peu la contextualiser. Une difficulté va être moins impossible quand on regarde au loin. Et troisième chose très jolie que dit Spinoza, il dit, il faut garder dans sa vie des désirs inassouvis. Alain, pardon. Il dit, je plaindrais quelqu'un qui me dirait, j'ai réalisé tous mes désirs. Qu'est-ce que sa vie serait morose ? Alain est probablement un philosophe qui n'a pas l'ampleur dans l'histoire de la philosophie de Spinoza, mais qui est peut-être plus applicable au quotidien. Oui, c'est-à-dire que Spinoza, il a une vie quand même assez austère, finalement, presque d'ermite ou de reclus, quand même. Il s'est éloigné de sa communauté. Et puis une pensée honnêtement très exigeante. Autant on peut feuilleter Alain et picorer de ci de là quelques aphorismes. C'est évidemment j'ai vraiment avec une imposture quand je parle de Spinoza. Il y a un autre philosophe que découvre Maria, c'est Platon. Oui. En fait, ce sont les dialogues de Socrate et elle prend un des dialogues de Socrate, Hippias, où au fond, Socrate finit par faire changer d'avis un malheureux opposant. Il lui fait changer d'avis 2 ou 3 fois. Et elle apprend un des critères probablement de la bonne humeur, qui est la souplesse mentale. Oui. La capacité, vous voyez ce qu'on disait sur les croyances automatiques, la capacité à changer d'avis. La capacité, quand on pense que tout va mal, à se dire il y a peut-être une autre hypothèse, il y a peut-être une autre interprétation. De ne pas raisonner en noir ou blanc, mais peut-être... qu'on va retrouver quand même beaucoup chez les stoïciens. Oui. Puisqu'on parlait de... Là, si on parle des philosophes qu'on peut retrouver aussi chez Marc Aurèle, qui n'était pas un philosophe puisqu'il était avant tout empereur, mais il y a vraiment cette capacité à se dire je ne maîtrise pas la situation extérieure et donc comment je peux ajuster, avoir cette flexibilité qu'on va retrouver chez votre personnage pour m'adapter en fait à la situation qui est donnée. Alors moi, j'ai vraiment tenu à ce que ce soit très, très abordable au quotidien, puisque son émotolibraire lui fait des petits résumés des livres et lui propose des recettes tirées des livres. Donc je vais me fâcher définitivement avec les quelques philosophes que je n'aurais pas fâchés en m'aventurant autour de Montaigne, puisque c'est vraiment une adaptation de ces théories dont on peut tout à fait me dire que je ne les maîtrise pas complètement, mais au quotidien. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces réflexions-là, probablement, pour construire sa bonne humeur. Alors un autre penseur qui n'est pas philosophe, mais qui est, comme vous, psychiatre, c'est Viktor Frankl. Comment, alors lui qui a mis sur place la logothérapie, comment donner un sens à sa vie, avoir cette conscience ? Est-ce que ma vie a du sens peut aussi nous aider par rapport soit à nos croyances limitantes, soit par rapport à ces idées qui tournent en boucle dans notre tête. D'ailleurs, lui, il a fait lui-même l'expérience puisqu'il a été en camp de concentration et il voyait qu'entre ceux qui résistaient et ceux qui mouraient,
La différence entre ces deux-là, mais vous l'expliqueriez certainement mieux que moi, c'était ceux qui avaient un projet peut-être après, ou qui pensaient à quelqu'un, ou qui avaient quelque chose qui les tenait debout finalement dans la vie. Oui, bien sûr. Enfin, il y a malheureusement eu aussi d'autres... Oui, qui n'ont pas eu le choix, voilà, on est d'accord. Mais c'est... il y en avait, il en voyait qui se laissaient mourir aussi. Oui, mais moi j'aime bien les déclinaisons très pratiques. Oui. Viktor Frankl a proposé un exercice que va faire Maria d'ailleurs, qui est l'exercice du blason. Oui, Le ça j'adore. blason. C'était une de mes questions et vous nous direz le vôtre d'ailleurs. Le blason, c'est ce qu'avaient les chevaliers, vous savez, du Moyen-Âge, et Frankl a repris ça. Au fond, si vous deviez avoir une image avec ce qui fonde votre vie, les principes qui fondent votre vie, et d'ailleurs, on en reparlera peut-être, elle apprend un verbe, Maria, qui va lui changer sa vie, qui est honorer. Qu'est-ce qu'on honore dans notre vie? Qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qu'on admire? Qu'est-ce qu'on honore? On a un peu Irving Yalom en commun, donc vous voyez là, on va en trouver un sur notre blason qu'on va pouvoir mettre. Oui. Mais au fond, on est aidé par... dans une société qui râle tout le temps. Quel bonheur d'être sur votre podcast et de ne pas être dans une chaîne d'actualité qui vous annonce des catastrophes en permanence. Vous voyez, vous êtes un antidote, vous devriez être remboursé par l'assurance maladie comme antidote aux chaînes d'infos en permanence. On va rechercher ceux qui, justement, font de la vie. Et c'est ce que, évidemment, propose Viktor Frankl. Et c'est l'intérêt d'un roman, c'est que, du coup, on peut montrer en incarnation précise que chacun de nous peut faire ce travail au-delà d'une logothérapie qui est une démarche assez longue, de rechercher ces piliers fondateurs. D'ailleurs, elle va retrouver du sens à travers ses personnages et ses amitiés aussi, qui vont redonner aussi une direction, qui vont l'initier comme ce bibliothérapeute et qui vont l'aider à retrouver du sens. En fait, on s'aperçoit que nous ne sommes jamais séparés des autres. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, moi, il y a un verbe que j'aime beaucoup, qui est le verbe admirer. Vous voyez, on sait faire à la fin de la journée, faire des reproches aux uns aux autres, mais qui on a eu vraiment envie d'admirer? Qui on admire? Qui on honore? Vous voyez, c'est un peu un changement de perspective, sans être béat. Il y a des tas de gens qu'on déteste, il y a des tas d'idées contre lesquelles on s'oppose, et on continuera à s'opposer à ces idées, mais on peut avoir des figures d'admiration. Alors vous, sur votre blason, justement, qu'est-ce qu'il y a sur ce blason, par exemple? Moi, il serait... Il serait comment? Il serait honnêtement très familial. Pardon d'être très banal, mais... Non, mais c'est... Mais voilà, moi, je crois que mon blason, enfin, mes vraies figures d'attachement pourraient être du côté peut-être des parents qui ne sont plus là et de celles et ceux qui me font tellement plaisir à partager mon existence, même des tout petits jeunes qui sont rentrés récemment dans la famille, vous voyez, petits enfants. Enfin, je pense que moi, mon blason serait fait de personnages très très proches et très familiers, et puis peut-être d'une ou deux figures d'admiration. Alors peut-être quand même Montaigne, parce qu'il m'a beaucoup accompagné. Il m'a beaucoup accompagné, notamment dans ses doutes. Vous voyez, j'aime bien les penseurs qui doutent, quoi. Quelle est justement peut-être une phrase de Montaigne? Comment ces phrases-là, Marc Aurèle le dit beaucoup dans ses fameuses Pensées pour moi-même, comment ça peut nous inspirer au quotidien, nous rappeler, parce qu'il y a aussi une vigilance quand même parfois à la bonne humeur. Il y a 2-3 phrases de Montaigne que d'ailleurs, j'ai pas pu résister à ne pas remettre dans ce livre. La première, c'est... Et ça fait un fil aussi avec votre ouvrage précédent. Moi, je trouve ça chouette. Oui. Je m'éloigne de plus en plus du guide médical, vous avez vu, sous l'effet de... Montaigne dit on a le droit d'être triste, mais on n'a pas le droit d'aimer sa tristesse. On ne doit pas cultiver et entretenir sa tristesse. La tristesse, dit Montaigne, n'est pas un sentiment élégant. C'est pas chic d'être triste. Il n'y a pas besoin de se faire, dit Montaigne, un musée de la tristesse avec tout ce qu'on a raté dans sa vie. On en a tous des musées possibles. Je me souviens d'ailleurs, j'en discutais une fois avec Christophe André dans cette émission à propos de la consolation, où parfois, quand on est triste, on va se complaire en fait dans ce sentiment. On va écouter et hop, on va se faire entraîner, on va complètement fusionner avec ce sentiment. Peut-être on peut reparler à cette occasion de la nostalgie qui n'est pas si neutre que ça. Parfois, on a l'impression que la nostalgie, il y a comme une espèce de romantisme autour de ça, alors que ça peut nous entraîner finalement assez bas et assez loin. Bien sûr. Surtout si elle interdit
la tristesse. Vous voyez, si on reprend l'histoire de la bonne humeur, on est entre deux injonctions paradoxales. Une sorte d'obligation d'être de mauvaise humeur. Vous avez vu comment va le monde, Oui. vous avez vu comment va la planète, et vous voudriez prêcher la bonne humeur. Mais Comme vous une êtes... posture de râlerie, quoi. Voilà, Ouais. vous êtes un irresponsable, vous voyez. Et de l'autre côté, une sorte de bonne humeur artificielle, Oui. inatteignable. La réalité est vraiment d'une bonne humeur incarnée, fluctuante et adaptée à ce qu'on est. Ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être nous dire quand même qui est Irving Yalom, parce qu'on en parle comme si c'était un bon ami commun et que tout le monde le connaissait, mais peut-être que les Français le connaissent moins que les Américains. Qu'est-ce qu'il a eu de... J'en parle parce que vous n'en parlez pas spécialement dans cet ouvrage, mais parce qu'on en parlait tous les deux. Oui, probablement qu'il incarne cette nouvelle approche il est psychiatre, de la psychiatrie et de la psychothérapie, où il s'est écarté d'une approche psychodynamique, d'une approche, pour le dire, psychanalytique, Oui. en se disant qu'au fond, les bases d'une relation sont une sorte d'éthique de la relation. C'est-à-dire qu'au fond, je me nourris d'une relation qui est respectueuse. Il reparle de choses, moi je trouve qu'on oublie, il dit un thérapeute a le droit de faire un compliment Oui. à celui qui est en face de lui ou à celle qui est en face de lui, sans que ce compliment soit de mauvais aloi et soit évidemment une attitude de séduction. Mais il va contre cette espèce d'a priori de neutralité sinistre que devrait aborder le... Oui, j'ai un bon psy, il m'a pas parlé du tout, ça doit forcément être le meilleur, vous voyez. Et aussi... Irving Yalom, par exemple, dans l'art de la thérapie, nourrit ses réflexions psy de tout ce qui peut être de phénomènes extra-psychologiques, que ce soit la peinture, la musique ou la philosophie. Comme si, au fond, la particularité du défi de la psychiatrie moderne, c'était à la fois d'intégrer les données de la neurobiologie, des neurosciences, et puis d'accepter l'idée qu'il y a en nous une part artistique, émotionnelle, et que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Vous avez quand même en commun, je trouve, si je peux me permettre, ce goût des philosophes. Il a croqué, à travers ses livres aussi, le portrait de certains philosophes. Pour lui, c'était Nietzsche et puis d'autres. Spinoza. Évidemment. Mais c'est intéressant, je trouve, ces ponts entre la psychiatrie et la philosophie, parce que quand on relit quand même, je trouve, les philosophes, on se dit que c'était un peu, pour certains, des psychiatres avant l'heure. Enfin, qu'il y a vraiment des ponts entre les deux disciplines absolument évidentes. Tout ce qui modifie vos croyances et votre relation au monde, et j'ai le sentiment que c'est pour partie ce que souhaitent les philosophes, va changer votre état d'âme. Oui. Et la psychologie cognitive et comportementale, alors plutôt que de s'engager dans une thérapie, on peut, comme je le propose dans mon livre, faire des expériences comme ça qui changent ses croyances. Quand vous commencez à changer le regard que vous posez sur les autres, vous savez, on en reparlera peut-être un peu, mais il y a des choses toutes simples comme la gratitude. Vous voyez, quand, au lieu de faire la liste en début ou fin de journée de ceux qui vous ont fait du mal, vous faites la liste de celles et ceux à qui vous avez envie ou à qui vous devez de la gratitude, vous changez à la fois votre interprétation des situations et votre relation au monde. J'ai fait ça d'ailleurs hier, c'est peut-être votre livre qui m'a contaminée. J'avais un petit rendez-vous de chantier pour un appartement et j'avais jamais rencontré ces gens en vrai, puisque j'habite pas à Paris. Et ces personnes, j'étais vraiment contente de les voir pour de vrai. Et je leur ai dit après, je leur ai envoyé un petit message et c'était pas pour faire de la méthode Coué. J'étais pas du tout là-dedans. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de sortir sur Émile Coué il y a pas longtemps. L'auteur était à la grande librairie. C'était passionnant il y a 15 jours. Mais c'est vraiment parti d'un élan où je me suis dit c'était bon d'être avec ces gens-là et de les connaître en vrai. Et ça m'a fait du bien de leur dire. Et ils étaient tout surpris. En retour, ils me l'ont dit aussi. Et tout simplement ça peut paraître un peu bisounours. Mais c'était bon. En fait, ça m'a mis de bonne humeur et j'imagine qu'eux aussi. Oui, et c'est comme ça que moi, en solution à la mauvaise humeur, Maria va identifier 5 verbes. Oui. Le premier, c'est zoomer, se fixer sur l'instant présent. Oui. Faire des petits moments, alors on peut appeler ça méditation, ou simplement de concentration. Vous aviez parlé du chocolat. On va pas manger toute une tablette de chocolat, on va en prendre un seul carré. En conscience, oui. En pleine conscience, on peut aussi faire ce qu'on appelle un scan corporel. Oui. On est en conscience de son corps, de ses orteils à ses cheveux, et on va le passer en revue.
Premier, zoomer. La deuxième expérience que fait Maria, qui lui change la vie, c'est de supporter. Et comme elle est très concrète, on lui propose des expériences très concrètes, on lui propose quelque chose que je ne suis pas sûr que vous accepteriez ou vous oseriez faire, qui est de rencontrer des personnes qu'on connaît ou de sortir dans la rue avec un pull troué. Vous voyez, au fond, cette idée qu'on essaie d'avoir l'air à peu près propre, à peu près pas trop incurique, pour le dire comme ça, et justement, ce côté apprendre à supporter. On me l'a déjà fait faire dans un protocole de coaching. On vous l'a fait faire ? Oui, le truc de Maria, exactement. Ouais. Quoi, le pull troué ? Alors, c'était pas avec un pull troué, mais l'exercice, c'est exactement ce que Maria fait, c'est-à-dire faire quelque chose qui, soit qu'on considère comme honteux, soit qui nous met vraiment, qui nous fait sortir complètement de notre personnage. Voilà. Bon, l'idée, évidemment, pas être agressif, là, c'était respectueux d'elle, etc. Ouais. Mais d'aller contre notre perfectionnisme, vous voyez. Une humeur est jamais parfaite. Donc, accepter l'idée qu'on a des moments d'imperfection, que sur une heure où on parle, il y a des moments où on est intéressant, il y a peut-être des moments où on l'est un peu moins. Ouais. Et c'est constitutif d'un propos. Et que si on espère que chaque seconde soit passionnante, on va avoir un discours où on lira des choses. Donc ça, c'est le deuxième verbe qu'elle apprend. Le troisième, et j'y tiens vraiment beaucoup, et maintenant, il y a un nouveau paradigme en médecine, c'est qu'on le prescrit, c'est de bouger. Oui. Une étude vient de sortir dans une excellente revue de psychiatrie nord-américaine, tout à fait scientifique, qui montre que 3 séances d'activité physique par semaine ont un effet comparable à celui d'un antidépresseur. Vous voyez, donc on a vraiment... Alors on vous parle des endorphines, de plein de choses. Les mécanismes aujourd'hui, honnêtement, ne sont pas complètement connus, mais ce qui est sûr, c'est qu'en bougeant, vous remontez votre humeur. Comment est-ce qu'on définit l'activité physique d'ailleurs ? Ça va de la marche en passant par peut-être une séance de fitness, de yoga. Quelque chose qui active le cœur. Oui. Quelque chose qui ne vous mette pas en épuisement total, c'est-à-dire pas le marathon. Le marathon n'est pas une activité physique. C'est quelque chose qui va augmenter entre 30 et 50% votre rythme cardiaque. Et si vous avez un doute quant à votre état cardiovasculaire, il faut demander un avis médical avant pour être sûr que vous pouvez vous le permettre. Le paradigme de cette activité physique étant la marche rapide, vous voyez, qui va augmenter un peu le rythme cardiaque sans non plus vous mettre dans un état d'essoufflement ou de destruction physique. Et donc, si on finit sur ces 5 verbes, le 4e qu'on avait dit, c'était remercier, ce que vous avez fait avec votre amour. La gratitude, là, vous en parlez. Oui. Et le 5e qui est honorer. Donc, on a, avec ces 5 piliers-là, avec plein de déclinaisons possibles. Oui, comment est-ce qu'on peut honorer, par exemple ? Donnez-nous quelques exemples. L'exemple du blason dont on a parlé tout à l'heure est un exemple. L'exemple, moi j'aime beaucoup cet exemple d'une lettre imaginaire à qui on l'écrit, de quelqu'un qu'on a envie d'honorer, soit quelqu'un de notre vie qui est parti, soit un personnage historique. Et pourquoi pas, c'est encore mieux, quelqu'un dont on partage la vie et dont on se dit qu'on a envie de l'honorer parce que c'est lui ou elle qui remplit notre vie de sens. Donc vous voyez, plutôt que de chercher tous ceux qui nous ont fait du mal, on va chercher à qui on va écrire cette lettre. Et à la limite, peu importe qu'on l'envoie ou pas, ce qui est important, c'est la démarche de recherche de l'honneur. Le cerveau, est-ce qu'il fait la différence entre le vrai et le faux, justement ? Dans cette idée un peu américaine de « fake it until you make it », c'est-à-dire, et là on revient sur cette idée de méthode Coué, est-ce que si finalement, et on vous parlez aussi du sourire et de la bonne humeur, et de cette construction, vous parliez des marathoniens, moi qui fais de la course à pied, on dit souvent « souriez » quand vous faites de la course à pied. Ah oui. Et donc ce fameux sourire, parfois faux, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il y a une recherche étonnante, elle est aussi citée dans le livre, sur le Botox, qui est tout à fait scandaleuse. C'est-à-dire que les femmes et les hommes qui ont du Botox, donc qui ont une espèce de sourire un tout petit peu figé, sont de meilleure humeur que les autres. Du coup, ça a beaucoup intrigué les neurobiologistes et qui ont montré qu'il y avait une connexion entre les muscles zygomatiques qui font sourire et la biologie du cerveau. Donc, on est loin de connaître toutes ces voies-là. Quand on dit le cerveau, pour avoir beaucoup de
collègues et d'amis dans la neurobiologie, ça les fait sourire tellement les voies sont multiples. Oui. Est-ce que ça passe par le cerveau? Est-ce que ça passe? En tout cas, il y a beaucoup plus de connexions biologico-émotionnelles qu'on ne le croit, au point que, à la limite, si j'avais pas voulu, vous voyez, si j'aurais dû écrire la bonne santé plutôt que la bonne humeur, comme si au fond l'humeur était un déterminant majeur de ce qui est la santé à la fois du corps et de l'esprit. Alors revenons peut-être sur, on en a un peu parlé au début, est-ce que nous naissons égaux par rapport à la bonne humeur? Parce que vous, par exemple, vous semblez être quelqu'un de bonne humeur. Est-ce qu'on a toujours dit de vous, quand vous étiez petit, que vous étiez plutôt quelqu'un de joyeux? D'ailleurs, vous en portez le nom, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on est quand même de plus ou moins bonne humeur? Alors, il y a plusieurs réponses. Oui. Il y en a une médicale qui est que les maladies dépressives, et notamment ce qu'on appelle le trouble bipolaire, les maladies maniaco-dépressives, ont des déterminants familiaux et probablement génétiques. Il y a des familles plus exposées que d'autres aux troubles bipolaires. Donc on met ce sujet-là de côté, hein, mais il n'est pas inutile de se le rappeler quand même, Oui. que dans les dépressions les plus graves, moi, quand je vois un patient en consultation qui a une dépression, il n'est pas rare, il n'y a pas de fatalité, hein, il n'y a pas un gène qui, si vous avez un père ou une mère déprimé, vous obligera à l'être, mais cette susceptibilité à la maladie dépressive est un facteur génétique ou familial. Après, vous savez, tout notre comportement est un mélange de trois choses. De biologie, il y a indiscutablement des facteurs biologiques. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément vous dire lesquels, donc on a des théories un peu élucubratives, des grands spécialistes, l'un la sérotonine, l'autre la noradrénaline, mais la réalité, c'est que tout ça est tellement impliqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas un modèle simple à vous présenter. Il y a tout un chapitre que les lecteurs ont droit de sauter, d'ailleurs, dans l'aventure de la bonne humeur, où Maria se fait expliquer ce qui se passe dans son cerveau quand elle est de bonne ou de mauvaise humeur, avec des petits grains de couleur, on essaie de le faire. Ceux qui ont le courage le lisent, ceux que la biologie, qui trouvent la biologie rébarbative, le C'est sautent. intéressant, parce que ça permet quand même de comprendre nos mécanismes. Ouais, mais vous avez vu qu'à la fin, on passe en revue toutes les hypothèses, mais on Oui. dit méfions-nous, il n'y en a pas une, mais en tout cas, voilà, elles sont passées en revue. C'était un peu un challenge de ce livre d'ailleurs, de mettre aussi dedans des données Oui, scientifiques, pour le coup, qui ne sont pas du tout du champ de la fiction. Donc il y a de la biologie, il y a de la psychologie. Et donc notre relation au monde qui évolue, ce qu'on se construit, de notre maturité, de notre travail, de ce qu'on écoute. Pardon de vous le dire comme je le pense, mais je pense que votre podcast contribue, et vous l'avez appelé métamorphose, hein, c'est pas pour rien, à au fond métamorphoser un peu, je dirais pas que ça nous métamorphose, mais ça va peut-être métamorphoser le regard qu'on porte sur soi et le regard qu'on porte sur la vie. Donc une écoute telle qu'on est en train de la construire tous les deux va jouer sur les émotions, sur la neurobiologie. On est en train de changer la neurobiologie de celles et ceux qui nous écoutent. C'est pour ça que vous ne vous lassez pas de le faire, et moi, je ne me lasse pas de le faire. Et le troisième facteur, c'est les facteurs sociaux et les événements. Nous sommes aussi le résultat de nos conditions de vie. Moi, si je reprends ma casquette de médecin hospitalier, quand vous êtes isolé, sans ressources, sans logement, l'injonction de bonne humeur, elle est très loin de vous. Donc, vous voyez, il y a une conjonction où on va avoir un bon alignement des planètes avec un état biologique qui n'est pas trop perturbé, des manières de gérer les choses qui sont bonnes et un environnement qui n'est pas trop. Sinon, méfions-nous. Vous voyez, moi, je trouve qu'il y a quelque chose presque un peu d'injurieux d'aller dire à quelqu'un qui est dans une nasse financière, existentielle, allez, maintenant, tu dois te bouger, et être heureux, quoi. Oui, ou à des migrants, ou à des gens qui ont vécu la guerre, etc. C'est vrai que... Voilà, l'injonction de bonheur permanent dans ce cas-là n'est pas Oui, juste. d'ailleurs, vous revenez dans la première partie, un peu contre ces marchands de bonheur, hein, et c'est vrai qu'on est dans une ère où on parle beaucoup du développement personnel, moi qui est un mot que j'aime pas trop, parce que dans personnel, il y a aussi cette idée tournée autour du nombril. Alors évidemment que c'est très intéressant de mieux se connaître, hein, le fameux connais-toi toi-même. Il y a quelque chose de passionnant dans la connaissance de soi qui permet aussi d'apaiser peut-être un certain nombre de choses qui sont à guérir, ou en tout cas à comprendre, etc. Mais ensuite, l'idée, c'est aussi, on est dans l'altérité, hein, de ne pas tourner sans arrêt autour de notre nombril, et d'aller
d'aller dans le chaudron du vivant et de l'incarner et de le vivre. Et on est vraiment tout le temps dans cette expérience. D'ailleurs, si on pense aux philosophes, il y avait des écoles de sagesse où finalement, tout à chacun, les citoyens allaient et vivaient un certain nombre d'expériences qui sont celles que vous pouvez proposer dans votre ouvrage. Je pense notamment, c'est très intéressant, à ce salon des illusions. Qu'est-ce qui peut nous apporter d'avoir ça en conscience ? Oui, le salon des illusions, c'est un salon que traverse Maria, où il y a des images à double sens, des illusions d'optique. Il nous apprend la souplesse, il nous apprend qu'on peut se tromper. C'est le 9 et le 6. Hein. Voilà, oui. qu'on peut changer d'avis. Oui. Et au fond, cette capacité, c'est ce qu'on appelle, il y a d'un côté ce qu'on appelle la pensée absolutiste. Moi, j'ai une théorie de la bonne humeur. Madame, j'en ai qu'une, faut l'appliquer, et c'est celle-là. Oui. Où il y a une pensée souple, qui se dit qu'on va s'adapter aux événements, qu'on va pouvoir se dire « j'ai eu tort, je me suis trompé ». Vous savez cette phrase, dire « j'ai eu tort » à quelqu'un, je regrette. Je me suis trompé. Tu t'es jamais trompé, toi ? Moi, je me suis trompé. Il y a des choses... Et l'incapacité qu'ont certaines et certains à le dire, c'est un véritable poison. Et ça s'apprend, ça s'entraîne. Elle le fait dans le salon des illusions. Peut-être que les lecteurs ont encore plus envie de le faire après avoir traversé ce salon. Moi, je pense, et puis ça va aussi avec cette idée que finalement, on ne peut pas tout contrôler. Et on revient sur cette idée d'agilité qui était chère aux stoïciens. Alors, je ne suis pas en train de faire la promotion des stoïciens, mais comme vous avez cité Épictète tout à l'heure, maintenant, je suis en train de penser quand même à eux, parce qu'on retrouve des choses des stoïciens dans finalement les théories de la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales, malgré Bien tout. Sûr. Oui. Ce qui s'est rajouté quand même, la modernité, c'est les facteurs biologiques. Oui. Là, je veux dire, la psychiatrie ou la psychologie moderne n'est plus que stoïcienne. Oui. Elle est aussi traversée de facteurs biologiques. Moi, étant médecin et le restant tout le temps, je veux dire, un changement de la thyroïde peut donner des choses. C'est pas pour dire qu'il y a des choses cachées. Vous voyez, je suis pas là, mais en tout cas, je pense que la coupure biologie-psychologie peut aboutir à des pratiques qui ne sont pas adaptées. Oui. D'ailleurs, j'avais envie de vous citer, c'est ce que dit Anna, l'amie de Maria, dans votre roman. Plus tu es souple dans ta tête, moins tu es rancunière, mieux tu te portes. Bien sûr. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête, évidemment, en plus des cocktails, des hormones, etc. Je vous interromps un instant sur la biologie. Moi, j'y tiens. On a tendance à limiter la biologie aux médicaments. Bien sûr que les médicaments, il y en a besoin quelquefois. Mais la biologie aujourd'hui, la biologie du cerveau, c'est très au-delà des médicaments. Le sport, on a vu, agit sur la biologie du cerveau. Beaucoup d'expériences vont agir là-dessus. D'ailleurs, j'avais fait une émission passionnante avec un de vos confrères psychiatres qui a écrit un livre sur la dépression et la marche. Et la marche-thérapie, qui est en Belgique, je crois, qui avait passionné nos auditrices et nos auditeurs, qui recensait un peu tous les travaux sur le sujet. C'est phénoménal, en fait, les résultats qu'on a avec la marche-thérapie. C'est-à-dire que, ce que vous disiez tout à l'heure, 3 fois par semaine... L'idéal serait que une approche moderne de la bonne humeur intègre à la fois la marche et la psychologie. Vous voyez, peut-être qu'on est obligé d'être souple, quoi. Il n'y a pas que la marche qui marche, si j'ose dire, et il n'y a pas que la philosophie qui marche. Il faut peut-être, comme les péripatéticiens, philosopher en marchant. Oui. Alors, Albert Moukébert, qui est neuroscientifique que j'ai reçu dans cette émission, il fait ses consultations comme ça dans Paris. Il marche avec ses patients. Vous le faites ? Non, parce que je pense que vous savez, dans mes consultations, il y a une tolérance à l'originalité extrêmement faible. J'imagine que vous leur passez des bouquins de Montaigne, c'est autre chose. Déjà là, je pense que mon professeur de psychiatrie a écrit un roman, on est à la limite de la transgression. Oui. Après, le directeur de l'hôpital serait abreuvé de courriers. J'ai vu un psychiatre extrêmement étrange qui m'a fait marcher dans la cour de l'hôpital. Oui, c'est ça. Ça ne va plus aller. Alors, comment Camus et son mythe de Sisyphe, puisqu'on parlait encore des grands auteurs, peuvent nous inspirer et inspirent d'ailleurs Maria ? Oui, le mythe... Elle a toujours ce petit livre avec elle, son amie. Oui, le mythe de Sisyphe, vous savez, déjà, il y a des choses extraordinaires. On relira jamais assez le mythe de Sisyphe quand Camus dit, à l'époque du développement personnel, quand Camus dit la question n'est pas de savoir comment ne pas se suicider, mais pourquoi est-ce qu'on ne se suicide pas en permanence dans les situations que nous vivons. Donc, oui, Camus est presque d'une agressivité cynique, insensée. Et au fond, Camus, vous connaissez, on rappelle peut-être pour celles et ceux qui ne seraient pas complètement familiers, Sisyphe, le pauvre Sisyphe,
puni par les divinités, qui est condamné à monter un rocher au-dessus d'une montagne, et ce rocher, quand il est arrivé en haut, lui retombe dessus. Donc, un peu notre destin, quoi. Vous voyez, on fait des choses, mais ça marche, puis ça finit par plus marcher. Ce que nous faisons, la destinée humaine n'est pas éternelle. À un moment, le rocher va nous retomber dessus. Donc, on peut s'imaginer comme des Sisyphes, c'est-à-dire qu'au fond, ce que nous faisons est amené à échouer. Et la phrase géniale de Camus, c'est il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Donc, on agit sur ses croyances. Oui. Et 2, ce que nous dit Camus, c'est qu'au moment où il monte ce rocher, ce qui est notre cas, on est heureux. C'est quand il retombe qu'on est triste. Mais au moment où il monte, dans ce moment, dans cette concentration sur l'instant présent de la montée, si je tords Camus du côté de la psychologie moderne, dans cette capacité à focusser sur les moments d'ascension, dans ces moments-là, on est heureux. Donc on a le droit d'imaginer Sisyphe heureux, même si quand on voit de loin, on voit un petit bonhomme qui monte un rocher, et que le rocher retombe à chaque fois qu'il est arrivé en haut. Donc la capacité à, peut-être dans une journée, à avoir un moment où on monte, à avoir un moment où ça va être de la musique, où ça va être des images de notre famille, des images positives, et qu'on va les rentrer, ce moment-là, c'est un moment de Sisyphe heureux. Alors justement, peut-être parlons de la musique, parce qu'on a parlé des livres, mais la musique nous fait cet effet-là. Bien sûr. Elle est pianiste, Maria. Alors évidemment, ça lui fait cet effet-là. Si on revient au début du roman, elle joue et on voit les personnes partent presque dans une forme d'état de conscience modifié. Ils sont presque en transe avec sa musique. L'humeur change au gré en fait de ce qu'elle joue. On le ressent tous. Bien sûr. Ce que nous apprend Maria aussi avec la musique, c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle soit musicienne, c'est que l'humeur joue sur la vitesse. C'est une des grandes choses. Quand on est triste, on est lent. Et quand on est gai, on est rapide. Et donc, Maria, pour retrouver une vitesse d'interprétation et une vitesse de musique, va avoir besoin, vous voyez, quand on écoute du Mozart un peu rapide, il y a une sorte d'élan, de contamination de bonne humeur ou des choses de Bach. Il y a des morceaux de musique très très lents qui vont au contraire nous infuser des émotions négatives. Ce qui est important, et d'ailleurs elle le ressent beaucoup, c'est de développer grâce à la musique sa pleine conscience. La conscience de son corps, la conscience du temps, le fameux zoom, quoi. Oui, ce que ça nous fait. Ce que ça nous fait. Oui. Elle va même apprendre des choses étonnantes dans un fauteuil. Elle va apprendre, est-ce qu'au fond, il y a des musiques qui réchauffent et des musiques qui refroidissent ? Est-ce qu'il y a des musiques qui allègent et des musiques qui alourdissent ? Comme si, au fond, la musique autorisait aussi ou suscitait l'accès à des métaphores. Et que ces métaphores est un effet là encore, de protection de la bonne humeur. Peut-être qu'on est encore loin on le sent, ce que la musique nous fait, mais en termes de recherche sur le pouvoir de la vibration, en fait, de la musique. C'est extraordinaire. Bien sûr. Ce que ça fait sur le corps, sur l'âme, à tous les niveaux de l'être, en fait. Tous les étages, je vais dire. Je m'adresse aux psychiatres, je fais attention aux mots que j'emploie. Non, mais allez-y. Au contraire, ne faites surtout pas. Il y a une étude récente, très amusante, qui fait manger des glaces à des Italiens et qui leur fait évaluer de 0 à 10 le niveau de sucre de la crème glacée qu'ils sont en train de manger. Et en fonction de la musique qu'on leur met, quand c'est une musique qu'ils aiment, et là, les choix ne sont pas partageables. Il y en a qui adorent le hard rock, d'autres qui adorent Mozart, et on ne changera pas d'avis. Quand c'est une musique qu'on aime, on trouve la crème glacée plus sucrée. Donc, vous voyez, on va pouvoir, par la musique, augmenter son ressenti de sucre, et si je devais le dire de manière un peu métaphorique, de douceur de l'existence. Alors, en parlant de douceur, on a parlé du chocolat tout à l'heure, peut-être on en terminera là, on arrive à la fin de cette émission, mais il y a quand même aussi tout cet aspect de comment je me nourris. Oui. D'un point de vue du plaisir, alors, il y a aussi des addictions par rapport à la nourriture, et ça, c'est vraiment tout un pan aussi de la psychiatrie, que vous connaissez extrêmement bien. Il y a le plaisir, il y a beaucoup de choses dans la nourriture, en réalité. Il y a tellement de choses. Alors, quand il y a tellement de choses, on va essayer d'en dire quelques-unes de très fondamentales. Une des choses qu'apprend Maria, c'est la différence entre le liking et le wanting. Entre mes aspirations, ce que j'aime, ce que je like, et ce dont j'ai envie tout de suite.
Est-ce que j'ai envie tout de suite d'un café, comme celui qui est en face de nous, Oui. ou est-ce que j'aime le café? Et peut-être qu'une vie de bonne humeur, c'est quand on a la chance de rapprocher ce que j'aime par aspiration, mes envies, et ce que j'aime au quotidien, ce que je veux au quotidien. Je vois tellement de gens qui veulent des choses qu'au fond, ils n'aiment pas vraiment, hein, qui ne comptent pas pour eux. Puis quand ils se retrouvent avec l'objet, que ce soit un vêtement, que ce soit un plat qu'ils mangent, ne va pas les intéresser. Il y a une autre recherche que j'ai citée dans le livre, elle n'est pas du tout fictionnelle, et c'est un vrai... ça m'a étonné, c'est que quand on mange des restes... Oui, ah oui, oui, j'étais très surprise par ça. Très surprenant, hein. On est moins en forme Ouais. que... Mais alors, c'est une étude, quand on regarde la méthode de cette Oui. étude, elle est indiscutable. C'est-à-dire qu'elle porte sur des centaines Alors, de je peux vous dire que milliers. j'ai regardé mes restes autrement ensuite. Ah oui. Ouais. Parce qu'on dit, évidemment, l'écologie, on fait attention à nos restes. Mais alors je me suis dit, il faut que je les mange vite, grâce à vous. Ouais, parce que si on ne mange que des restes, pour le dire autrement, si on ne se fait pas un petit plat tous les jours, si on ne prend pas le temps de se cuisiner quelque chose, de se préparer, quel bonheur de préparer ou pour soi ou pour ses proches un petit plat, si on ne mange pas quelque chose de frais, alors là, j'ai une observation, je n'ai pas des explications pour l'instant. On a, et donc on a comparé le style alimentaire des uns et des autres, ceux qui ne mangent que des restes, des plats préparés, des choses qui n'investissent pas, sont significativement plus souvent déprimés. Ouais, il y a plus de vie. C'est comme s'il y avait plus de vie. En fait, c'est logique parce que la plante, quand elle croît, elle est très vivante. Et ensuite, elle se détériore. Le taux de vitamines, etc., et de minéraux. Ah, il y a une hypothèse toxique Oui. qui est qu'il y a peut-être qu'avec ces aliments qui restent et qu'on réchauffe plein de fois, il y a peut-être des toxines. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de questions, mais cette donnée-là. Et puis, les plats qui ont du sens. Moi, on peut peut-être faire le lien entre Viktor Frankl, Irving Yalom et la cuisinière. Ouais. Quand Il y a Eva, la reine des pâtisseries, là. Ouais, quand on mange quelque chose qui renvoie à l'enfance, qui a du sens, qui renvoie à notre culture, c'est quand même le meilleur des repas. La fameuse Madeleine de Proust, vous qui citiez Proust. La fameuse Madeleine de Proust ou le fameux plat familial qu'on va repartager, dont on a appris la recette, et celui-là va quand même infiniment plus nous émouvoir que le plat un peu artificiel qu'on va acheter tout fait. Alors chez nous, c'est devenu le tiramisu au thé vert. Et si vous me demandez la recette, chères auditrices et auditeurs, je vous l'offrirai bien volontiers sur nos réseaux sociaux. Quel est votre plat favori, professeur Loujoyeux? Vous avez une Madeleine de Proust, c'est le chocolat? Moi, j'aime bien les plats un peu roboratifs qu'on partage en famille. Ouais. La pizza me plaît assez bien, quitte à ne pas apparaître assez raffinée. Je suis désolé. Vous aimez les pizzas? Les pizzas, c'est extrêmement bon, une bonne pizza. Mais il faut qu'elle soit bonne quand même. Oui, alors le vrai bonheur, c'est de la faire. Si on la fait tous ensemble, chacun met dessus ce dont il a envie. J'ai même maintenant un four à pizza chez moi. Ah bah alors voilà. C'est ça. Alors, l'autocompassion, comment est-ce qu'on peut la pratiquer comme un sport? Allez, peut-être on termine dessus. L'autocompassion, c'est peut-être diminuer son exigence sur soi-même, diminuer sa rigidité dans les objectifs qu'on se fixe, et finalement apprendre ce qu'on pourrait appeler un bon narcissisme. Oui. Il y a un bon narcissisme. On a besoin de s'aimer un peu. De s'aimer un peu d'une manière qui ne nous rend pas trop désagréable vis-à-vis des autres, voyez, parce que si on est tout le temps, comme disent les jeunes, à s'envoyer la sauce, hein, c'est ça qu'ils disent les jeunes. Vous dites ça? Vous ne connaissez pas cette expression? Dire ça à mes filles, on va voir comment elles vont réagir. Elles vont la comprendre. Oui. Donc ça, c'est vite agaçant si on est dans une espèce de mise en avant de toutes ces réussites, mais en même temps, ne dérouler que ses échecs, que tout ce qu'on a raté. Au fond, avoir un peu de bonne humeur vis-à-vis de soi va faire quand même qu'on est plus intéressant. N'imaginons pas qu'on passionne les autres en n'ayant qu'une litanie de reproches, de regrets et de culpabilité. Les vrais copains qu'on a sont quand même ceux avec qui on partage des bons moments et des moments finalement assez souriants. Le copain qu'on va consoler longtemps, comme Anna qui va consoler Maria, va quand même assez vite avoir envie que Maria justement retrouve de la bonne humeur. Et peut-être ce livre, c'est une autorisation à travailler sa bonne humeur, quoi. Exactement. Alors, professeur Lejoyeux, avec l'accord de votre éditeur, évidemment, on proposera pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose un des 2 questionnaires
que vous proposez à la fin de votre ouvrage pour mieux appréhender notre humeur. Ils sont très bien faits, je trouve. Merci. Vous pouvez un peu nous les décrire ? Oui, ils vont essayer de vous révéler si vous êtes un morose, une morose ou quelqu'un de bonne humeur, et 2, de savoir quelle est votre typologie de bonne humeur, ce qui va aussi pouvoir orienter vers la manière de travailler ou de faire des expériences dans les domaines plutôt de mauvaise humeur. En tout cas, merci infiniment, professeur Michel Lejoyeux, d'être venu nous parler de ce roman très particulier dont vous êtes un peu, finalement, auditrice, auditeur, le héros, puisque vous pouvez aller au gré de vos envies, sauter des chapitres, y revenir, approfondir certains thèmes un peu plus théoriques, et puis vous laisser embarquer par cette ronde des personnages dont on n'a pas trop parlé, parce que j'essaye de ne pas dévoiler non plus dans les interviews complètement toute l'intrigue, donc vous découvrirez ces personnages truculents. Merci infiniment. J'en rappelle le titre, L'aventure de la bonne humeur, tout juste paru aux éditions Robert Laffont. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.